le moment où vous découvrez que la personne à qui vous avez accordé toute votre confiance, celle à qui vous avez ouvert les portes de votre maison, celle que vous appeliez tendrement « ma fille », cache derrière son sourire une trahison si terrible qu'elle fera exploser les fondations même de votre famille. Ce moment-là, c'est celui où votre souffle se coupe, où le temps s'arrête et où commence ce long voyage douloureux, celui où vous ne cessez de vous demander « Où ai-je commis l'erreur ?» Je m'appelle Noël. Avec mon mari Henri, cela fait 45 ans que nous vivons dans cette maison, dans ce jardin, en partageant les joies comme les peines, toujours appuyés l'un sur l'autre, solides comme un vieux chêne enraciné. Nous avons élevé nos 2 enfants, notre fille au cœur de soie, Élise, et notre fils, notre fierté, Thomas, dans la droiture et la tendresse, veillant chaque jour à ce qu'ils ne fassent jamais de tort à personne. Notre seul désir était de voir leur bonheur, d'entendre un jour les rires de nos petits-enfants résonner dans cette maison et de sentir que notre labeur avait porté ses fruits. Thomas, notre aîné, notre tout premier amour, était la prunelle de nos yeux. Alors, le jour où il est revenu à la maison, tenant par la main cette jeune femme au sourire éclatant, à la voix douce comme le miel, Camille, et qu'il nous a regardés en disant « Maman, papa, j'ai trouvé la femme de ma vie, ma raison de respirer, mon âme sœur. » Nos cœurs ont failli exploser de joie. Jamais nous ne l'avions vu aussi heureux. Dès ce jour-là, Camille n'a pas été la belle-fille de la maison, mais ma 3e enfant. Je ne faisais aucune différence entre elle et ma chère Élise. Je lui ai confié les recettes les plus précieuses de ma cuisine, les nappes brodées par ma mère, les histoires secrètes transmises de génération en génération. Parce que je voyais en elle non seulement l'épouse de mon fils, mais le nouveau pilier de notre famille, le souffle d'avenir de cette maison. Mais au cœur de ce tableau si parfait, il y avait parfois, surtout quand elle croyait que personne ne la regardait, une lueur étrange dans ses yeux. Pas celle de la tendresse, non, plutôt un éclat froid, calculateur, le regard de quelqu'un qui évalue la valeur d'un objet précieux. La première fois que je l'ai remarquée, c'était lorsqu'elle contemplait la vieille montre à gousset en or qu'Henri tenait de son grand-père. Je n'en ai parlé à personne, ni à mon mari pour ne pas l'inquiéter, ni à ma fille pour ne pas la placer entre 2 feux. Je me suis dit « Allons Noël, tu te fais des idées, tu vieillis, tu deviens suspicieuse, ne gâche pas le bonheur de ton fils. » J'ai voulu me convaincre que ce n'était rien. Si seulement j'avais su que ce frisson de méfiance n'était que le souffle avant la tempête, que ce doux visage d'ange cachait une vérité capable de me briser l'âme. Les semaines ont passé et j'avais presque oublié cette sensation glacée du matin de Noël. Camille, avec sa douceur habituelle, s'activait autour de moi. « Maman, vous avez besoin de quelque chose ?» Et à force de soins et d'attention, elle avait réussi à transformer mes soupçons en remords. Un dimanche après-midi, après un café partagé dans la bonne humeur, Henri consulta sa montre en soupirant. « Ah, le temps file si vite !» À cet instant, je surpris à nouveau dans les yeux de Camille cet éclat, cette fixation étrange sur l'objet. Et d'un ton faussement innocent, elle demanda « Dites-moi, papa Henri, cette montre, elle semble très ancienne. Elle doit valoir une petite fortune, non ?» Mon mari, bon et naïf comme toujours,
ne vit pas la convoitise dissimulée dans cette question. Il prit doucement la montre dans sa paume et répondit en souriant « Ma fille, sa valeur ne se compte pas en argent. C'est un souvenir de mon grand-père. Elle n'a qu'une valeur sentimentale. » Et là, au moment précis où il prononça « valeur sentimentale », le visage de Camille se crispa une fraction de seconde. Sous son sourire éclatant passa l'ombre glacée d'une déception. Puis, en se reprenant, « Oh, bien sûr, vous avez raison, les souvenirs n'ont pas de prix », dit-elle avec un rire forcé, comme si ce n'était pas la réponse qu'elle espérait. Henri et Thomas ne remarquèrent rien, mais moi, figé à la table de la cuisine, je compris. Cette fois, la voix en moi qui murmurait « Tu te fais des idées, Noël !» s'était tue, et la vérité s'installa dans le silence. L'intérêt de Camille pour nos souvenirs de famille n'avait rien d'affectueux, c'était celui d'une femme qui en mesurait la valeur en euros. Je n'arrivais pas à chasser de mon esprit l'ombre de déception que j'avais vue passer sur le visage de Camille. Elle s'était gravée dans ma mémoire comme une cicatrice brûlante. Alors, même si je m'efforçais d'agir comme si tout allait bien pour ne pas troubler le bonheur de mon fils Thomas, je n'étais plus la même. Dans ma propre maison, j'étais devenue une observatrice silencieuse, le cœur brisé, suivant du regard chacun de ses gestes, chaque mot prononcé, comme si je cherchais un indice, une faille. Quelques jours plus tard, je remarquai que Camille, lorsqu'elle se promenait dans la maison, s'attardait désormais sur des objets auxquels elle n'avait jamais prêté attention auparavant. Le vieux tapis tissé accroché au mur, le buffet en noyer hérité du grand-père d'Henri, les bibelots du salon. Elle les touchait du bout des doigts, les regardant avec l'air d'un expert estimant la valeur d'une pièce rare. Elle n'avait plus l'allure d'une jeune femme s'habituant à un nouveau foyer, mais celle d'une étrangère en train d'évaluer un butin. Un soir, alors que nous cuisinions côte à côte, elle prit la parole d'une voix douce, mais sans lever les yeux de la casserole. « Maman Noël, cette maison n'est-elle pas un peu grande et un peu vieille pour vous deux ? Vous et papa Henri n'avez jamais pensé à déménager dans quelque chose de plus moderne, de plus pratique ?» La louche que je tenais resta suspendue dans les airs. Cette question, en apparence anodine, me heurta bien plus profondément que celle sur la montre à gousset. Ce n'était plus seulement une curiosité sur un objet, mais une évaluation froide, déplacée, de notre foyer, de notre vie commune, de 45 années de souvenirs bâtis entre ces murs. Je pris sur moi, forçant un sourire. « Oh, ma fille, nous sommes heureux ici. Cette maison n'a pas grande valeur, tu sais. Ce n'est qu'une vieille bâtisse de pierre et de mortier. » Je minimisais volontairement la valeur de notre maison, un petit piège, juste pour voir si cette fameuse lueur calculatrice allait réapparaître dans ses yeux. Et elle réapparut. Au moment même où mes mots flottaient encore dans l'air, je vis la joie s'effacer de son visage. Son sourire se figea, son expression se vida, et je lus dans ses yeux une déception si claire qu'elle me serra la gorge. Puis, se ressaisissant avec maladresse, elle répliqua « Oh, maman Noël, vous m'avez mal comprise. Je pensais seulement à votre confort. Vous pourriez vendre cette grande maison et profiter d'un bel appartement, plus simple, plus agréable. Vous le méritez tant. Profitez de votre retraite. » Ces mots se plantèrent dans mon cœur comme un glaçon. Je compris là, sans le moindre doute. Elle ne pensait pas à notre confort, mais à la somme que notre maison pourrait rapporter.
Ces murs pleins de souvenirs, ce jardin où nos enfants avaient grandi, tout cela, pour elle, n'était qu'un bien à liquider, un capital dormant à convertir en argent. Notre conversation semblait s'éteindre là, mais je sentis bien que quelque chose avait changé. Cette nuit-là, depuis la chambre d'à côté, j'entendis Camille chuchoter avec Thomas. Sa voix, ordinairement si douce, avait pris un ton sec, insistant. « Tes parents sont tellement vieux jeu, on ne vit plus dans ce genre de maison aujourd'hui. Il faut les aider à se moderniser, à valoriser ce qu'ils ont. » Le lendemain matin, au petit déjeuner, le visage de mon fils était fermé, sombre, il évitait nos regards, incapable de soutenir celui de mon père ou le mien. Je compris alors. Camille ne convoitait pas seulement notre maison, elle voulait aussi s'emparer du cœur de mon fils, l'utiliser contre nous, transformer son amour en arme pour s'emparer de ce foyer que nous avions mis une vie à construire. Les jours qui suivirent ce petit déjeuner empoisonné furent remplis d'un silence glacé qui résonnait dans toute la maison. Mon fils Thomas, autrefois si doux, si attentif, incapable de me refuser quoi que ce soit, était devenu un mur de silence. Ses yeux fuyaient les nôtres, sa voix s'était tue, il marchait dans notre maison comme un étranger. À plusieurs reprises, j'ai tenté de trouver un moment seul avec lui, pour lui parler cœur à cœur, comprendre ce qui pesait sur son âme. Mais chaque fois que je m'approchais de lui, chaque fois que je disais « Mon fils, peux-tu me consacrer 2 minutes ?» Camille surgissait aussitôt comme une antre. « Mon amour, ta mère veut te parler, mais tu es fatigué, non ? Laisse, je lui répondrai pour toi. » Et ainsi elle dressait entre nous un mur de chair, une barrière invisible mais infranchissable. Peu à peu, son emprise s'étendit. Elle commença à éloigner Thomas non seulement de nous, mais aussi de sa sœur Élise. Chaque appel d'Élise se soldait par une excuse. « Il est sous la douche, il travaille, il te rappellera plus tard. » Petit à petit, Camille semait la discorde, tissant autour de mon fils un cocon de mensonges. Dans sa bouche, la famille ne désignait plus que lui. Et puis un soir, au milieu de ce silence insupportable, Thomas posa brutalement sa fourchette sur la table. Sa voix glaciale, étrangère, fendit l'air comme un couteau. « Maman, Camille a raison. Vous vous accrochez à cette vieille maison comme à un souvenir qui pourrit. Vous refusez de changer, et c'est vous qui rendez nos vies impossibles. » La main d'Henri resta suspendue, un morceau de pain figé entre ses doigts. Quant à moi, je sentis mes larmes me brûler les joues. L'homme assis en face de moi n'était plus mon fils, c'était un étranger parlant avec la voix de sa femme, un pantin répétant des mots qu'il ne comprenait même pas. Sous la table, j'aperçus le geste fatal, la main de Camille serrant celle de Thomas, furtivement, mais avec la froide assurance d'une victoire. C'est à cet instant précis que j'ai compris, la guerre avait commencé. Les mots cruels de mon fils explosèrent dans la pièce comme une déflagration. Mon mari, mon compagnon de 45 ans, celui qui n'avait jamais élevé la voix contre ses enfants, se redressa, blême de douleur. Sa main tremblante frappa la table. « Assez, Thomas, cette maison, tu crois qu'elle n'est faite que de pierre ? Chaque mur, chaque recoin est empreint de ton enfance. » Camille, comprenant que cette colère paternelle pouvait ruiner son plan, remit aussitôt son masque de douceur et s'empressa de dire « Oh, papa Henri, ne le prenez pas mal, je vous en prie. Thomas ne veut que votre bien. Il vous aime tant, il ne supporte pas de vous voir vous fatiguer dans cette grande maison. »
Mais mon fils, au lieu d'écouter la voix de la raison, serra la main de sa femme et répondit d'un ton sec « Tu vois, Camille, on essaye simplement d'aider et voilà comment ils réagissent. » Henri resta muet, anéanti. Moi, je pleurais en silence. Et pendant ce temps, je vis sur le visage de Camille cette expression discrète mais triomphante qui disait sans un mot « Mission accomplie ». Ce soir-là, ils firent leurs valises. Sous prétexte qu'ils ne pouvaient plus vivre dans une telle ambiance, ils quittèrent la maison. Mais dans mon cœur, je savais la vérité. Son but n'avait jamais été de vendre notre foyer. Elle voulait d'abord nous priver de notre fils, et elle venait d'y parvenir. Le matin qui suivit le départ de mon fils et de ma belle-fille, le silence sourd et glacial qui s'était abattu sur notre maison semblait avoir étouffé jusqu'au souffle de nos souvenirs. Le fauteuil où Thomas s'asseyait chaque soir était resté vide, et ce vide me donnait une solitude plus profonde que la perte d'un enfant. C'était la sensation d'être en exil, chez soi. Mon mari, Henri, si fier, si droit, était devenu comme une statue devant cette ingratitude. Il ne prononçait presque plus un mot. Des heures durant, il restait immobile sur la chaise du jardin, incapable d'admettre que son fils, influencé par une étrangère, avait renié la maison des ancêtres, les principes qu'il avait tant respectés. C'était comme si son cœur s'était brisé en 1000 morceaux et il ne savait lequel recoller. Les premiers jours, j'ai attendu au téléphone, le cœur en suspens, me persuadant qu'il rappellerait, que c'était une erreur, une colère passagère, mais mes appels restaient sans réponse. À chaque sonnerie, il n'y avait que des publicités, ou le message sec et impératif de Camille. Thomas est très occupé, il n'a pas le temps. Ou il n'est pas disponible maintenant, ne le dérangez pas. J'ai compris que la volonté de mon fils n'était plus la sienne. Ma chère Élise perçut tout de suite la tristesse dans ma voix. « Maman, que se passe-t-il? Pourquoi Thomas ne répond-il pas? Est-ce qu'il y a un problème chez vous? Tu vas bien ?» m'a-t-elle demandé, inondant le combiné de questions. J'étais incapable de lui dire que notre famille se disloquait, coincée entre la disparition de notre fils et l'angoisse d'Élise. Comment avouer que l'on nous volait tout? Notre foyer, nos repères, notre histoire. Très vite, il apparut clairement que ce n'était plus une simple dispute entre belle-fille et belle-mère. C'était un plan froid et méthodique. Camille cherchait à arracher Thomas à ses racines, à l'isoler de sa sœur, de nous, de tout ce qui faisait sa mémoire, afin de transformer notre maison en simple bien à rentabiliser. Leur départ n'était que la première étape d'une stratégie plus vaste. Élise, inquiète, appela Thomas à plusieurs reprises sans succès. Finalement, inquiète, elle me téléphona en sanglotant. « Maman, est-ce une catastrophe? Pourquoi Thomas ne répond-il pas? Est-ce que c'est Camille qui l'empêche ?» Peu après, un message de Camille arriva sur le téléphone d'Élise. Un message sec, condescendant, presque menaçant. « Élise, cesse de harceler Thomas. Nous essayons de bâtir notre vie et nous n'avons pas besoin de vos vieilles façons oppressantes. » Quand Élise me lut ce message entre deux sanglots, j'ai compris l'ampleur du dessein. Il ne s'agissait pas seulement de nous forcer à quitter la maison, mais aussi de briser les liens fraternels, afin que Thomas ne trouve plus de soutien que dans la personne qui l'avait éloigné de nous. Elle voulait en faire son seul pilier. Une semaine plus tard, le téléphone sonna enfin. C'était Thomas. Mon excitation se mêlait à la peur. Mais la voix à l'autre bout du fil n'était pas la voix de mon fils. Elle sonnait comme un acteur récitant un texte appris. « Maman, il faut en finir. On ne peut pas continuer à vivre sous ce toit. Parlez-en avec papa.
Il faut procéder à la vente de la maison au plus vite. » Henri et moi restons bouche bée. Le garçon au téléphone ne demandait pas pardon, ne s'inquiétait pas de notre état. Il transmettait, sans émotion, l'injonction, comme si c'était la chose la plus normale, de liquider notre foyer. Ce n'était plus mon fils. C'était le messager des ambitions matérielles de ma belle-fille. Lorsque la communication se rompit, la voix qui résonnait à mes oreilles n'était plus celle de l'enfant que j'avais élevé avec tant d'amour. C'était la voix d'une avidité implacable qui l'avait pris en otage. Henri et moi restâmes hébétés, incapables de prononcer un mot. À part le tic-tac de l'horloge du salon, on eût dit que le souffle avait déserté notre foyer sous le poids de cette trahison. Le silence funèbre qui dura des minutes entières fut finalement brisé par le grincement las de la chaise lorsque Henri se leva. Il alla vers la fenêtre d'un pas lourd, le dos tourné vers moi, mais la courbure de ses épaules trahissait l'impact du dernier coup porté par notre fils. Je voyais comment ce coup avait ébranlé jusqu'aux racines de cet homme robuste, comment il avait plié sa colonne vertébrale d'un père meurtri. Quand il se retourna, il n'y avait plus dans son visage la moindre braise de colère, seulement une détermination froide et glaciale. D'une voix ferme et sans tremblement, il dit « Noël, notre fils, notre Thomas, n'est plus. Notre belle-fille l'a arraché à nous. Et maintenant, elle veut notre maison, notre bien. » Ces mots, lâchés par mon mari, tranchèrent comme un couteau à travers toutes les peurs et les doutes que j'avais étouffés pendant des semaines. Il n'y avait plus de place pour les larmes ou l'attente d'un repentir. Face à nous se dressait un adversaire aveuglé par l'argent, prêt à écraser père et mère, et qui détenait notre trésor le plus cher, notre fils, comme un otage. Je m'approchai d'Henri, lui pris la main, froide comme la pierre, et je murmurai, la voix basse mais résolue, « Non, Henri, nous n'avons pas perdu notre enfant. Nous l'avons seulement laissé tomber dans les griffes d'un serpent pour un temps. Nous ne laisserons pas ce venin nous ôter ce qui est à toi et à moi. S'ils veulent la vente, très bien, mais ce sera selon nos conditions, à notre manière. » Cette nuit-là, enfermés dans notre douleur, nous transformâmes notre chagrin en projet. Nous parlâmes à voix basse jusqu'à l'aube, sans fermer l'œil, cherchant comment ériger un rempart contre l'avidité de Camille et comment arracher notre fils à cette emprise, non par la colère avable, mais par une stratégie froide et réfléchie. Dès le matin, j'appelai Élise, ma chère fille, pour la mettre au courant. Entre deux sanglots, je lui expliquai la toile qui se tisait autour de Thomas, comment Camille cherchait à s'emparer de notre maison et que nous allions jouer leur jeu, mais à notre tour. Je la suppliais de ne pas chercher à joindre son frère, de ne pas montrer la moindre défiance à Camille. La réussite de notre plan dépendait qu'il croie que nous étions vaincus. Henri, ce même jour, consulta un avocat de confiance, le fils d'une ancienne amie d'école, un homme discret et intègre. Nous ne voulions pas seulement préparer des défenses juridiques, nous voulions documenter de façon officielle la pression et la manipulation exercées sur notre fils et préparer un plan de vente factice qui servirait nos objectifs. Quand tout fut prêt, et que l'avocat nous donna son feu vert, la scène la plus pénible de ma vie commença. Cette soirée-là, les mains tremblantes, j'appelai Thomas. Comme attendu, c'est Camille qui décrocha. D'une voix volontairement hautaine, je dis avec fierté feinte,
« Très bien, ma fille, vous avez gagné. Nous renonçons à notre entêtement. Nous avons décidé de vendre la maison. » Au bout du fil, après ma phrase « Nous vendons la maison », il y eut une seconde de silence. Un silence stupéfait, incrédule. Puis j'entendis Camille avaler sa salive, retenir son souffle, puis éclater comme une victoire annoncée. « Ah, maman, vous ne pouvez pas imaginer comme je suis heureuse. » Au fond, la voix confuse de Thomas murmura « Quoi ? Ils ont accepté quoi ?» Mais Camille l'étouffa d'un cri triomphant. « Tu as entendu, Thomas ? Tes parents ont enfin cédé. » Entendre mon fils relégué au second plan, réduit au silence par la jubilation de sa femme et constater combien sa volonté avait été effacée, me transperça le cœur. Plutôt que de s'en méfier, Camille prit immédiatement le contrôle, ivre de victoire. « Bien sûr, maman Noël, vous êtes âgée, vous ne connaissez rien au marché, ne vous laissez pas duper. J'ai un agent immobilier de confiance, je vous l'envoie demain matin, il s'occupera de tout. » Tenant la main d'Henri pour lui donner du courage, je pris un ton las et résigné. « Très bien, ma fille, fais comme tu veux. Nous n'y connaissons rien. Puisque tu veux la maison, occupe-toi de la vente. Nous signerons. » C'était le second acte de notre piège. Lui confier la responsabilité totale, lui laisser croire qu'elle avait gagné. Quand le téléphone se referma, nous nous regardâmes avec la lourde paix de ceux qui ont réussi leur tromperie, mais sans joie. La honte d'avoir dû duper notre propre fils et la tristesse de la ruse pesaient sur nos épaules. Le lendemain matin, le soleil n'apporta aucun réconfort. Il n'éclairait que l'ombre du faux consentement que nous avions feint. Silencieusement, comme à un enterrement, nous attendîmes l'agent qu'elle promettait d'envoyer. Vers midi, la sonnette retentit. Lorsque j'ouvris, le tableau confirma la vanité de son triomphe. Camille entra d'un pas présomptueux, traînant derrière elle Thomas, l'air absent, et suivi d'un homme qui souriait d'un rictus trop professionnel, l'agent qu'elle présentait comme intègre, mais dont la posture montrait qu'il n'était que la pièce d'un échiquier. Sans même nous saluer vraiment, l'homme se planta au milieu du salon, feuilletant des papiers sans y prêter attention, et lâcha des remarques méprisantes. « Eh bien, la maison tombe en ruine. Les murs sentent l'humidité. Ces soi-disant antiquités ne valent pas grand-chose. » Pendant que Henri et moi étions traités comme des fantômes chez nous, Camille chuchotait à l'oreille de son complice. « Note ceci, dit que les placards sont abîmés, que la plomberie est vétuste. » Elle instruisait l'agent, l'incitait à déprécier la maison de manière intentionnelle et méthodique. Son but n'était pas de vendre au meilleur prix, c'était de casser la valeur, de faire croire que la maison ne valait rien, pour ensuite nous convaincre, par désespoir, de la céder au rabais ou de la voir partir dans des mains amies à elle. Au moment même où nos regards se croisèrent, Henri et moi comprîmes la même chose glacée. Le faux agent n'était pas venu pour vendre à bon prix, mais pour faire chuter la valeur sur papier. Le plan de Camille était limpide et sordide. Faire croire qu'il n'y avait aucun acheteur, nous persuader que la vente ne rapportait rien, puis s'emparer de la maison à vil prix ou la voir partir dans des mains amies à elle. Lorsque le stratagème sordide de ma belle-fille, cette machination ourdie avec un faux agent immobilier, traversa mon esprit comme un éclair,
je ne ressentis plus seulement de la tristesse, ce fut un profond dégoût. Comment pouvait-on ainsi piétiner 45 ans de vie commune et les souvenirs d'un homme pour quelques billets? Pourtant, au toucher réconfortant de la main d'Henri, je repris mon rôle, celui des vieux parents naïfs, prêts à se faire duper. L'expert termina sa visite et s'avança vers nous sans même consulter ses notes, d'un ton condescendant, comme s'il nous rendait une faveur, et lança « Ma bonne dame, mon bon monsieur, sans l'appui de Madame Camille, je ne me serais même pas déplacé. Honnêtement, vu l'état, au mieux je peux vous proposer une somme dérisoire. N'en attendez pas davantage. » Le chiffre qu'il prononça n'aurait même pas payé la pergola du jardin. Cette offre grotesque prouvait cruellement combien Camille méprisait nos souvenirs et nous prenait pour des imbéciles. Je dus serrer le bras d'Henri pour l'empêcher de répliquer. Avant qu'il n'ouvre la bouche, Camille s'interposa, triomphante. « Vous voyez, maman Noël, personne ne paie pour ces vieilleries aujourd'hui. L'homme fait preuve de bonne volonté, acceptez, ne laissez pas passer cette chance. » Désespéré, je tournai les yeux vers mon mari en demandant silencieusement ce que nous devions faire. Henri, obéissant à notre plan, haussa les épaules et murmura « Très bien, ma fille, si tu le dis. » Le soulagement triomphant illumina le visage de Camille. Tout se déroulait selon notre piège, et pourtant, la honte d'avoir à tromper notre propre fils pesait lourdement sur nous. Alors que le faux agent sortait des feuilles en trifouillant sa mallette, prêt à nous faire signer, je lançai la manœuvre décisive d'un ton tremblant mais calculé. « Oh, ma chère Camille, nous ne comprenons pas ces documents. Henri connaît un avocat, un simple coup d'œil pour être sûr de ne rien paraffer de regrettable. Vous comprenez, on est plutôt jeune. » Au mot « avocat », le visage de Camille se figea un instant. La peur d'un grain de sable dans son plan était visible, mais en me voyant jouer la vulnérable, elle se rassura vite et fit une moue. « Puh, vraiment? Ces papiers sont standards. Bon, d'accord, puisque vous tenez à ça, faites-le demain, mais ne nous faites pas perdre l'acheteur, oui ?» Tandis que les propos humiliants et le marchandage mesquin volaient dans l'air de notre salon, Thomas se leva sans dire un mot. Il alla se placer devant la fenêtre et contemplait les arbres dehors comme si tout cela se passait ailleurs. Son indifférence, son absence d'indignation face au vol dont nos parents étaient victimes me transperça plus profondément que n'importe quel affront. Camille, pressant l'homme qu'elle avait amené, lança ses dernières directives. « Demain midi, avocat réglé. Ce soir, je prends rendez-vous au service de la publicité foncière, ne traînons pas. » Puis, empoignant Thomas par le bras, elle sortit comme une tornade, laissant derrière elle son complice et nos vies bouleversées. Henri et moi restâmes non pas avec des papiers authentiques, mais avec la fausse documentation qu'il nous avait présentée, tandis que dans la poche de notre avocat, la vraie stratégie attendait son heure. Le jeu commençait maintenant, et pour la première fois depuis longtemps, la lutte faisait battre nos cœurs non pas de peur, mais de volonté. À peine Camille et ses pions eurent-ils quitté la maison,
enivrés de leur prétendue victoire, que Henri et moi nous regardâmes. Et il n'avait plus ni peur ni faiblesse sur nos visages, seulement une détermination glaciale, nécessaire pour tirer le rideau final sur cette sale comédie. Notre piège avait parfaitement fonctionné. Ils avaient mordu à l'hameçon. Sans perdre une seconde, Henri appela notre avocat discret et digne de confiance. « On met le plan à exécution, dit-il. Nous avons en main les faux documents de vente que ma belle-fille a fait préparer. Maintenant, avec vos vrais papiers, nous allons substituer au moment opportun l'acte qui prouvera sa trahison. » Assis à la table de l'avocat, deux réalités se présentaient devant nous. D'un côté, le simulacre honteux concocté par Camille, ce faux acte qui dévaluait notre maison au mépris de toutes nos années. De l'autre, la procuration authentique préparée par notre avocat qui transférerait la gestion de la vente et l'intégralité des recettes directement à ma fille Élise, en écartant Thomas de tout pouvoir. L'avocat nous expliqua, d'un calme glacial, le moment décisif. Demain, au bureau des hypothèques, au moment précis où Camille croira triompher et où l'on demandera nos signatures, nous remplacerons discrètement les faux documents par la procuration véritable, assurant ainsi notre avenir. En acquiesçant à ces paroles, mon regard se posa sur la photographie souriante de notre enfant. Une petite photo de son enfance glissée dans le portefeuille d'Henri. Une douleur aiguë me transperça. Ce stratagème ne viserait pas seulement l'avidité de la belle-fille, il marquerait aussi officiellement mon enfant comme l'homme qui avait trahi sa famille pour l'appât du gain. Quelle victoire amère pour une mère. Le lendemain, dans le couloir glacial et bruyant du service de la publicité foncière, Henri et moi attendîmes, prêts à signer la chose la plus humiliante et la plus lourde de sens de notre vie. Mon cœur semblait s'enfoncer sous mes pieds, tant l'idée d'officialiser la trahison de notre enfant m'écrasait. Bientôt, Camille apparut, radieuse, traînant derrière elle Thomas vidé et l'imposteur déguisé en agent immobilier. Ils se précipitèrent vers nous, pressés, comme des invités impatients à un banquet plutôt que d'assister à un acte administratif. « Allez maman, papa, ne retardez pas les officiers, finissons-en » lança-t-elle, trahissant son impatience camouflée par la joie. Dans la petite salle d'enregistrement, Camille ne perdit pas une seconde. Elle poussa les faux documents qu'elle avait apportés vers le greffier et déclara d'un ton assuré « Monsieur le greffier, tout est en ordre. Ces vieillards n'ont plus l'habitude. Signez à leur place pour qu'on avance. » Henri et moi échangeâmes un regard. C'était l'instant crucial. D'un air de confusion feinte, Henri prit le stylo en tremblant à peine et souffla la phrase préparée la veille avec notre avocat. La phrase destinée à distraire et à troubler le greffier. « Oh ma fille, nous ne comprenons pas bien à quoi servent tous ces papiers. » Au moment où Camille s'exclama « Mais non papa, signez ici !» et que l'attention du greffier se tournait vers elle, je glissais à la vitesse d'un éclair la véritable procuration rédigée par notre avocat sur la pile des documents. Ce parchemin officiel transférait effectivement tous les pouvoirs de vente et la gestion du produit de la vente directement à ma fille Élise. La feuille que nous allions faire signer n'était plus le testament de la trahison de notre enfant, mais le document de ma justice. Henri comprit d'un regard l'impulsion que j'avais faite à la vitesse de l'éclair. Le stylo qu'il tenait, tremblant comme pour feindre l'émotion, ne signa pas le faux contrat de vente de ma belle-fille. Il apposa avec la plus lourde et la plus résolue des signatures sa marque sur la véritable procuration, le sceau de notre justice. Ce geste
fut la dernière forteresse qu'il dressait pour protéger 45 ans de vie commune. Quand l'agent fit glisser la copie signée vers moi, je la pris sans lire, posai ma main qui tremblait, mais décidée, à côté de sa sienne, et à poser mon nom. Je me convainquais que cette signature n'était pas contre notre enfant, mais pour sauver son avenir. À chaque seconde où nous griffonnions ces signatures, obligés, Camille et son complice exultaient presque bruyamment. Elle inspira profondément, comme si l'on venait de commettre la plus belle escroquerie, et arbora ce sourire de joueur qui vient de rafler la mise. Au milieu de ces cris de victoire, mes yeux cherchèrent Thomas, figé dans un coin de la pièce comme une statue vidée de vie. Son visage restait immobile, affreusement détaché. Ni douleur, ni triomphe. Il semblait ne plus appartenir à cette scène, plus à personne. Je glissais la copie officielle de la procuration dans mon sac, pendant que Camille, serrant contre elle le faux acte, qui en vérité n'avait plus aucune valeur, s'écriait « Voilà, c'est réglé, allons célébrer ». Elle attrapa Thomas par le bras et sortit en trombe. Elle ignorait que ce qu'elle croyait être sa victoire n'était en réalité que le prélude à sa chute. L'acte signé par nos soins était, de fait, le début de la mise en échec de son dessein. Lorsque nous franchîmes la porte glacée du bureau des hypothèques et retrouvâmes le tumulte de la rue, ni Henri ni moi n'éprouvâmes la moindre fierté. Notre victoire était sale et douloureuse. Il ne s'agissait pas d'avoir sauvé une maison, mais d'avoir enterré la dernière once d'attachement de notre fils envers nous. Même le salut lointain de notre avocat, c'est fini, n'allégea pas la lourdeur qui pesait sur nos cœurs. Sur le chemin du retour, nous n'échangions pas un mot. Mes doigts tenaient fermement la procuration vraie, celle qui transmettait tous les pouvoirs à Élise. Non pas seulement un bout de papier, mais un bouclier protégeant l'honneur fragmenté de notre famille. Dès que nous fûmes rentrés, je pris Élise au téléphone d'une voix tremblante. « Ma fille, c'est fait !» Mes mots tremblaient. Ce n'était pas la joie d'une annonce heureuse, mais l'aveu amer. « Ton frère ne pourra plus revendiquer légalement cette maison. Nous l'avons sauvegardée pour toi. » Mais nous avons perdu ton frère. Les sanglots d'Élise puis sa voix mesurée. « Ne t'inquiète pas, maman, tu as fait ce qu'il fallait. Je veillerai à votre avenir et au sien aussi, malgré tout. » Ajoutèrent une couche d'amertume. Leur courage m'émut et me brisa davantage. Quant à Henri, il s'affaissa dans le fauteuil habituel de Thomas, la tête entre les mains, pleurant en silence la trahison de son fils. À présent commençait la phase la plus délicate, l'attente. Tandis que Camille célébrait sa victoire avec son faux document, nous devions, en toute discrétion, vendre la maison au juste prix et confier le produit à Élise. J'attendais, le cœur lourd, l'instant où la fausse assurance de Camille vacillerait, où elle demanderait l'argent, ce moment où son masque se fricillerait pour la dernière fois. Les jours qui suivirent cette honteuse signature à la conservation des hypothèques furent marqués par une attente tendue dans la maison, comme si le temps lui-même s'était figé. Pour nous, dans l'attente silencieuse que notre plan porte ses fruits, pour Camille, impatiente que ces faux papiers se transforment enfin en argent. Peu après, l'écran de mon téléphone vibra, c'était Camille.
Sa voix, loin de la politesse feinte d'antan, était devenue un sifflement impatient. « Maman Noël, alors? La banque n'a toujours rien versé? Qu'est-ce qui se passe ?» On aurait cru sentir l'odeur de l'argent dans chaque syllabe. Sous le regard implorant d'Henri qui me suppliait du silence, je pris le ton le plus candide possible. « Oh, ma fille, que pourrions-nous savoir des démarches bancaires? Ton fameux contact devait s'en charger. Nous sommes ici à attendre, avec ton père. Le virement n'est toujours pas arrivé. » Je lui renvoyai la balle. Au bout du fil, le silence fusa. Elle ne s'attendait pas à cette réponse et bouillonnait d'impatience et d'étonnement. Mais il avait déjà dû verser l'argent. « Je vais l'appeler tout de suite, » dit-elle. Puis elle raccrocha sans autre forme de procès. Pendant que Camille bataillait avec son acheteur fantôme, nous savions, sereins et discrets, que la véritable procuration que nous avions remise à Élise permettait à notre avocat de lancer en coulisses la recherche d'un véritable acheteur, honnête et respectueux de la valeur de notre maison. Les jours qui suivirent furent comme l'avant-veille d'une tempête. Henri et moi retenions notre souffle, attendant que le piège se referme et craignant la réaction furieuse de la femme démasquée. Puis vint le dimanche où les véritables acheteurs, des gens respectables qui avaient sincèrement apprécié la maison, vinrent la visiter discrètement, comme de lointains cousins, pour ne pas attirer l'attention. Nous avions demandé la plus grande discrétion. Le soir même, le téléphone sonna à nouveau, mais cette fois avec une colère palpable. Camille éclata. « Noël, vous m'avez fait perdre l'acheteur, il ne répond plus. Vous avez vendu à quelqu'un d'autre ou quoi ?» Elle hurlait, hystérique, consciente que sa supercherie menaçait de s'effondrer. Tenant la main d'Henri qui me murmurait « Calme-toi !» je feignais une naïveté totale. « Mais ma fille, pourquoi crier ainsi? Nous n'avons rien fait. Ton soi-disant professionnel devait tout gérer. Nous avons signé à la conservation. Pourquoi l'argent n'a-t-il pas été viré? Nous aussi attendons notre part. » Furieuse, prise au dépourvu par cette réponse qui la déjouait, Camille hurla. « Vous mentez, c'est un complot !» Puis elle raccrocha à nouveau, comme une vipère qui comprenait enfin qu'elle avait mordu du fil vide. Je compris alors avec une froideur aiguë. Elle reviendrait. À court d'argent et démasquée, cette vipère reviendrait inévitablement à la maison pour tenter sa dernière attaque et nous serions prêts. Le cri qui sortit du combiné fut le hurlement d'un plan avide qui venait de se noyer dans sa propre cupidité. Quand Henri et moi nous regardâmes, nous ne croyions plus qu'à une chose. Il n'y avait plus de faux-semblants à jouer, plus de jeu de vieillard résigné. Le masque était tombé. Nous savions qu'elle reviendrait face nue, comme la créature qu'elle était devenue. Sans perdre une seconde, j'appelai Élise en criant presque, haletante. « Ma fille, le serpent s'est réveillé. Elle a compris qu'elle a mordu du vide. Elle a raccroché en hurlant. Il faut agir tout de suite. Concluez les signatures avec les vrais acheteurs, aujourd'hui !» Les heures qui suivirent furent les plus longues et les plus angoissantes de ma vie. Chaque bruit de voiture, chaque frémissement du vent contre la porte faisait bondir nos cœurs. Notre maison semblait la ligne de front d'une guerre imminente. Quand la nuit tomba, un crissement de frein, puis la porte d'une voiture claquant brutalement, résonnèrent dans la rue. Ce n'était plus une visite polie, mais le fracas d'un prédateur privé de butin. La sonnette sonna comme une alarme. Avant même que nous n'ayons eu le temps de nous lever, la voix aiguë et démente de Camille hurla derrière la porte. « Ouvrez, Noël menteuse! Je sais ce que vous manigancez. Ouvrez !» Ses coups frappaient la porte, mais c'était aussi comme si elle frappait les murs de 45 ans de souvenirs, nos rires, nos fêtes, la patience d'Henri. Tout tremblait. Sa voix n'était plus celle de la belle fille mielleuse qui disait « Maman ». C'était le sifflement d'un serpent blessé décidé à injecter son venin jusqu'au bout. Je reculais, tétanisé. Henri, lui, marcha vers la porte avec cette rigidité d'orgueil brisé.
Il ne montrait pas de fureur démonstrative, mais une résolution glacée. « Noël, me dit-il sans me regarder, nous avons laissé entrer ce monstre. Il est temps maintenant de lui arracher son masque. » Quand il entr'ouvrit la porte, la femme qui se tenait là n'était plus la Camille que j'avais connue. Elle était défigurée par la rage, haletante, les cheveux en bataille, les yeux injectés de sang, venue non pour exulter, mais pour exiger des comptes. Ce qui me brisa le plus ne fut pas son visage, mais la silhouette derrière elle. Thomas, mon fils réduit à l'état d'ombre. Il ne pouvait pas soutenir notre regard. Il baissait la tête, incapable de prononcer un mot pour défendre ses parents. Il était là comme un pantin dont les ficelles avaient été tirées. Camille nous poussa sans ménagement pour entrer dans le salon, jeta son sac et hurla d'une voix éraillée. « Où est l'argent ? À quoi vous croyez ? J'ai compris votre mascarade au bureau des hypothèques. Vous m'avez roulé. Vous avez donné la maison à quelqu'un d'autre. Rendez-moi mon argent tout de suite. » Alors que ma belle-fille hurlait « Où est l'argent ?» au cœur de notre maison de 45 ans, j'observais le visage d'Henri se durcir comme l'acier. L'homme affligé, en deuil de son fils, avait disparu. À sa place se tenait désormais un rempart vivant, froid et immuable qui ne ressentait plus la colère, mais un profond dégoût. Henri ne regarda même pas Camille. Son regard se fixa sur l'ombre immobile de notre fils Thomas, là, dans l'angle le plus sombre du salon. D'une voix plus tranchante qu'un murmure, il dit « Thomas, relève les yeux et regarde la mère qui t'a élevé. C'est toi qui l'as laissé entrer dans notre maison. Maintenant, écoute ses hurlements pour de l'argent. » Affolée parce qu'on l'ignorait, Camille fit un pas menaçant vers moi, pointa son doigt devant mon visage et hurla « Taisez-vous avec votre pathétique scène père-fils, vous ne me roulerez pas. Ces papiers du bureau des hypothèques prouvent que la maison est vendue. » Donnez-moi mon argent tout de suite, ou je ne vous laisserai pas rester ici une minute de plus. Je m'avançai alors, sortis de mon sac la procuration authentique que nous avions signée au bureau des hypothèques, et, d'une voix froide comme la pierre, je répondis « De quel argent parles-tu, Camille ? Des faux papiers dont tu croyais nous faire signer la rumine ? Voici la procuration que nous avons signée, et tu n'y apparais pas plus que ton mari. » Quand ses yeux se fixèrent sur le mot « procuration » et sur le nom d'Élise, je vis la rage cupide laisser place à un ébahissement stupide, puis à la panique d'un animal pris au piège. Son masque d'ange se fissura pour toujours. Sous le poids de la vérité, Camille bafoua, tâcha de protester. « Mais c'est impossible, où est mon argent ? Vous m'avez dupé !» Je souris, un sourire amer mais ferme, et dis « Non, ma chérie, nous ne t'avons pas dupé. Nous avons protégé notre maison de ta gourmandise. Alors que tu pensais abuser de notre ignorance, nous avons joué ta faiblesse et signé cette procuration en faveur d'Élise. » Dévorée par la panique, elle tenta de se jeter sur moi en criant que l'argent lui revenait. Mais Henri se dressa comme un roc entre nous. Incapable d'obtenir de moi la réaction qu'elle espérait, elle se tourna vers l'ombre derrière elle, Thomas, et implora « Thomas, tu n'entends pas ? Ils t'ont tout pris, dis-leur quelque chose !»
À ce moment précis, comme si on venait de l'attirer d'un sommeil, Thomas releva lentement la tête. Ses yeux passèrent de la procuration dans ma main au visage livide et furieux de sa femme, puis à nous deux, fatigués mais droits. Et pour la première fois peut-être, il sembla comprendre l'ampleur du monstre qui le tenait et ce qu'il avait fait à sa famille. Privée du soutien qu'elle attendait, perdant à la fois l'argent et la marionnette, Camille perdit tout contrôle. Dans un accès de rage désespérée, elle attrapa le vase ancien hérité de ma mère, le souleva et le lança au sol. Il se brisa en 1000 éclats. Le vase que ma belle-fille avait jeté au sol était le dernier souvenir qu'il me restait de ma mère. Quand les éclats de la porcelaine se dispersèrent sur le marbre du salon, ce n'était pas seulement un objet qui se brisait, c'était le dernier fragment d'espoir que j'avais conservé pour ce mariage, la dernière goutte de patience. Ce n'était plus une belle fille ambitieuse en face de moi, mais une vandale furieuse qui venait d'assassiner nos souvenirs. À bout de souffle, ivre d'une haine presque démoniaque, elle s'immobilisa un instant. Son regard glissa vers l'autre angle du salon, vers le meuble en noyer où reposait la montre à gousset, héritage de mon grand-père. « Très bien, siffla-t-elle, je ne vous laisserai rien de cette maison. Même votre montre, je la prends. » Henri, l'homme qui n'avait jamais élevé la voix pour un objet, bondit alors comme un lion. « Assez !» rugit-il. Sa voix n'était pas faite de colère brute, mais d'une détermination implacable, l'autorité d'un homme qui défend son sacré contre un profanateur. Aussitôt, le fracas du vase et le rugissement du père brisèrent l'envoûtement qui pesait sur Thomas depuis des semaines. Il vit pour la première fois son père se lever en bouclier devant sa femme, et il vit aussi sa femme se comporter comme une bête. L'expression vide qui avait figé son visage fit place à une prise de conscience terrible. Honte, effroi et compréhension se peignirent sur ses traits. Camille, qui s'apprêtait à saisir la montre, vit sa main arrêtée par Thomas. Contre toute attente, il osa s'opposer à elle. D'une voix tremblante, il murmura « Camille, arrête, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? C'est la maison de ma mère. » Désemparée, trahie par le mari qu'elle avait domestiqué, Camille hurla « C'est à cause de ta famille que j'ai tout perdu. Comment oses-tu m'en empêcher ?» Mais Thomas, comme réveillé d'un long sommeil, regarda alors autour de lui les débris du vase de ma mère, la posture fatiguée mais droite de son père, le chaos dont sa femme était l'auteur. Son visage se vida, non plus d'inaction, mais du poids de la réalisation de ce qu'il avait contribué à déchaîner. Comprenant qu'elle venait de perdre à la fois l'argent et la marionnette, et voyant que Thomas ne la soutiendrait plus, Camille perdit tout contrôle. Dans un dernier accès de rage, elle s'empara du vase antique, le souvenir même de ma mère, et le lança avec violence au sol. Il se brisa en 1000 morceaux. Le claquement de la porte que Camille laissa derrière elle résonna longuement entre les murs du salon avant de céder la place à un silence plus lourd encore que ses cris, plus assourdissant que sa haine. Un silence plein de honte. Dans notre maison,
Il ne restait plus seulement la douleur des éclats du vase de ma mère, mais aussi celle du silence de notre fils, brisé dans son honneur. Henri ne regardait pas le monstre qui venait de franchir le seuil, mais son fils, debout au milieu du salon, seul face à la trahison de sa femme. Son visage ne portait plus ni colère, ni fermeté, seulement le poids immense de voir l'enfant qu'il avait élevé de ses mains détruire sa propre famille. Ses épaules s'étaient affaissées sous un chagrin de père que rien ne pouvait consoler. Je tenais encore dans mes mains la procuration au nom d'Élise. Juridiquement, nous avions gagné. Notre maison était sauvée. Mais en regardant les morceaux du vase éparpillés au sol, en croisant le regard vide de Thomas debout au milieu du désastre, je compris que ce n'était pas une victoire, c'était la perte d'une mère, contrainte d'assister à la chute de son fils, non pas à sa condamnation, mais à sa souillure. Thomas, dont le corps demeurait figé depuis des semaines, fléchit lentement les genoux, comme si les derniers fils qui le tenaient debout venaient de se rompre. Il s'effondra juste à côté du vase brisé, au milieu des éclats acérés de nos souvenirs, tendit la main vers un fragment de céramique, mais n'eut même pas la force de le toucher. Puis, dans ce silence écrasant, j'entendis ses épaules tressauter, sa tête tomber sur sa poitrine. Et enfin, ce mot, ce cri rauque que j'avais tant attendu, mais que j'aurais donné ma vie pour ne jamais entendre ainsi. Maman. Ce maman, arraché dans la honte, n'était pas le cri d'un enfant cherchant le pardon, mais celui d'un homme découvrant les ruines qu'il avait causées. C'était le son de l'éveil, du regret et de la perte absolue. Ce maman étouffé, remonté du fond du gouffre, ne fut pas le premier ni le dernier que j'eus à entendre dans ma vie, mais c'était celui d'un fils se débattant sous les décombres de sa propre trahison, celui d'une mère qui comprenait que le monstre nourri sous un masque d'ange avait été enfanté par ses propres entrailles. Henri, l'homme fort et calme, ne fit pas un pas vers lui. Il resta immobile, observant son fils à genoux, sanglotant. Puis il tourna les yeux non pas vers le souvenir qu'il venait de sauver, la montre à gousset du grand-père, mais vers ce qu'il avait perdu, son fils. Sans un mot, il marcha jusqu'à la porte du salon, l'ouvrit tout grand. Ce geste silencieux était plus lourd qu'un « pars », c'était un exil paternel, un adieu sans retour. Thomas, voyant la porte ouverte et le regard de son père, non pas furieux, mais sans pardon, éclata en sanglots. « Papa, maman, j'étais aveugle. Je me suis laissé séduire par ses promesses, par ses mots dorés. J'ai voulu vendre mon propre foyer, mon passé, votre amour pour de l'argent. Qu'ai-je fait ?» Il s'effondra, la tête contre le sol, parmi les morceaux tranchants du vase brisé. Cette nuit-là, il quitta la maison non pas pour rejoindre sa femme, mais pour fuir le poids de sa honte. Nous apprîmes plus tard qu'il avait divorcé de Camille et tenté de reconstruire sa vie. Mais jamais, plus jamais, il ne revint vers nous comme avant. Ma fille Élise, avec la procuration, vendit la maison et nous acheta un petit foyer paisible, loin de ses souvenirs douloureux. Pourtant, aucun mur neuf ne put refermer la fissure ouverte ce soir-là, dans notre salon. Oui, le masque d'ange de ma belle-fille était tombé. Oui, la justice avait été rendue et notre maison était sauvée. Mais ce n'était pas une histoire de victoire. C'était celle d'un père et d'une mère contraints de regarder leurs enfants se perdre dans l'avidité, de voir leur famille se briser sous le poids de la trahison. Car quand le masque tombe, le visage qui apparaît n'est pas toujours celui d'un étranger. Parfois, c'est le visage de la personne que vous aimez le plus au monde.